Voilà, donc j'aurais bien voulu être près de vous, mais malheureusement, on doit faire cette conférence par télétransmission, par visioconférence. Alors, ceux qui connaissent un peu mon travail photographique savent que j'ai deux principaux sujets de prédilection, les villes et les objets. Alors, de même que j'ai déjà fait des conférences sur les villes, je me suis intéressé un petit peu à la photographie d'objets et je vous présente un peu le résultat là, de mes investigations sur le sujet. En introduction, je discuterai la notion de genre nature morte en photographie, puisqu'évidemment, quand on pense à la représentation d'objets, on pense à la peinture et aux natures mortes. Natures mortes comme celle-ci, typique du XVIIe siècle d'Europe du Nord, de Hollande. Et il existe des ouvrages sur les natures mortes photographiques. C'est un genre bien identifié à côté du paysage, de la peinture historique, des portraits, etc. Incontestablement, une photographie comme celle-ci, qui peut être considérée comme la première nature morte photographique, qui date de 1846, qui reprend parfaitement les codes de la nature morte picturale, eh bien, fait partie de ce genre. Mais on peut se poser la question, puisque comme forme d'art moderne, la photographie contribue un petit peu à la confusion des genres, comme ça a été traité lors d'un colloque tenu à Paris il y a quelques années. Cependant, on peut répondre positivement à la question de l'existence d'un genre nature morte en photographie par le fait que dans la célèbre collection Photopoche, il existe un numéro consacré aux natures mortes. Alors, quand je parlerai de nature morte ici, je partirai de deux choses, enfin deux sens différents. Au sens strict, ça sera quelque chose qui est voisin du genre pictural. Et au sens large, ce sera toute photographie d'objet. Bon, en pratique, ça ne posera pas de difficulté pour la compréhension de l'exposé. Alors, la nature morte est un genre mineur, minoritaire, mais persistant, aussi bien en peinture qu'en photographie. Par exemple, il a été écrit qu'en peinture, pour la critique d'art du XVIIe siècle, il n'y a pas hésité, elle considère la peinture morte, la peinture de nature morte, pardon, comme un genre tout à fait secondaire, presque méprisable. Genre secondaire, mais persistant au cours de l'histoire, puisqu'on trouve des représentations d'objets de style nature morte dans l'Antiquité romaine. Évidemment, au XVIIe siècle, qui est un petit peu le siècle d'or et de la peinture hollandaise et de la nature morte, chez les impressionnistes, chez les cubistes et même des peintres plus contemporains comme Morandi, dont je parlerai plusieurs fois. Alors, cependant, dans cet ouvrage consacré au siècle d'or, le XVIIe siècle hollandais, le siècle d'or, eh bien, il est dit que les peintres de nature morte sont relativement minoritaires. Alors, voici le plan de mon exposé qui se veut assez modeste. Je ne vais pas vous faire des grandes théories philosophiques sur les natures mortes, j'en ai pas trouvé et j'en ai pas personnellement. Je vais apporter des éléments qui permettent de donner un peu d'ordre dans tout cela, de classer donc des typologies. Les différents paragraphes seront la fonction de l'image, le sujet, l'objet et son contexte, les écoles photographiques. Un grand chapitre sera le style des natures mortes en peinture et en photographie et les ressorts esthétiques de l'image. Alors, le premier paragraphe est assez simple. La fonction de l'image, identifier, rendre désirable, convaincre, faire œuvre d'art. Bon, identifier, donc documenter, au sens strict. Si vous voulez acheter un appareil photo sur le Bon Coin, vous aurez le droit à une photo du lot qu'on vous propose pour cet achat. De même, si vous voulez changer une pièce de votre voiture, vous avez un catalogue qui montre l'objet en plus d'informations techniques. Il existe une forme de publicité minimaliste, bien connue, largement distribuée dans les boîtes à lettres, où en fait l'image sert à identifier l'objet, mais le principal argument publicitaire, ce n'est pas l'image, c'est le prix. De même, si la police communique sur des armes qu'elle a saisies, elle va nous faire une photo sans effet esthétique particulier. Il s'agit de montrer simplement. Rendre désirable, alors c'est l'immense domaine de la publicité, où là, au contraire, l'objet est mis en valeur pour qu'on ait envie de l'acquérir. Publicité de luxe, mais évidemment, bien d'autres domaines. Convaincre,
Dans un article sur les horreurs des mines antipersonnelles dans les pays en guerre, eh bien, celles-ci sont montrées très simplement sans aucune recherche esthétique particulière. Faire œuvre d'art, si au contraire on présente les mêmes objets mais de cette façon, eh bien, on a affaire à une série de photographies qui rentrent tout à fait dans le cadre d'un travail artistique. Pourquoi? Eh bien, entre autres, parce que justement, bien qu'il montre des horreurs, il prend les codes esthétiques des photographies d'objets publicitaires, de la publicité de luxe. On croirait du parfum ou des bijoux. De même, ces photos assez froides ici de différents objets qui ont tous servi à un moment ou à un autre pour des féminicides. Enfin, une série d'objets liés à l'histoire afro-américaine aux États-Unis, des pièces de musée. Alors ça, c'était les séries d'objets. Parfois, on trouve des photographies d'objets dans des séries qui ne sont pas des séries d'objets. Par exemple, ce téléphone prend place dans une série qui retrace de façon assez humoristique la vie domestique, mais il y a une sorte de ponctuation apportée par une vue d'un objet, alors que le reste montre des scènes de vie. Dans des constellations, alors les constellations, c'est des affichages de ce type, à 2 dimensions, avec des formats très différents d'images, dont un grand représentant est Wolfgang Tillmans. Eh bien, dans les représentants, on trouve parfois des natures mortes, et dans l'ouvrage consacré aux constellations photographiques, Animley dit que chez Wolfgang Tillmans, la présence récurrente des natures mortes rappelle la dimension temporelle de l'ensemble. Donc, des séries de natures mortes, des photographies d'objets, des ponctuations de séries ou des constellations. Le sujet, l'objet prétexte, l'objet pour lui-même ou l'objet significatif. Alors, pour un certain nombre de photos, on en verra beaucoup, eh bien, l'objet, en fait, en soi, n'est pas particulièrement intéressant. Je ne dis pas que ça ne présente aucun intérêt dans sa nature, mais c'est relativement secondaire par rapport aux effets graphiques et esthétiques recherchés, ici chez Edward Weston, un grand photographe américain. Et il va photographier de la même manière des objets inanimés, des fruits, voire même il va faire des portraits avec la même esthétique. De même chez son contemporain Paul Strand, qui fait des compositions d'objets domestiques comme ceci, l'objet en soi n'est pas important. On peut opposer à cela un photographe dont je parlerai plusieurs fois parce qu'il est très important pour la photographie d'objets, c'est Rutger Patch, donc le représentant de la nouvelle objectivité, ce courant esthétique dans l'entre-deux-guerres en Allemagne. Eh bien, les objets sont présentés avec des effets esthétiques non pas nuls, mais très réduits. On peut parler de portrait d'objets. Mais on trouve ça également dans la photographie contemporaine. Valérie Belin a fait des photographies de moteurs comme ceci, qui sont très bien photographiées. C'est des grandes photographies, comme on trouve beaucoup dans la photographie contemporaine, d'1 mètre sur 1,50 m. Et ce n'est pas déplacé de parler de portrait d'objet, puisqu'en fait, cette photographe est surtout une portraitiste d'habitude. Et donc, elle présente ces objets un peu de la même manière que ses portraits de modèles. Objet significatif. Alors, voici 2 photographies d'André Kertész, le célèbre photographe hongrois. Alors, à gauche, une photographie célèbre, sa fourchette et sa cuillère et ses ombres. À droite, une photographie qui esthétiquement est assez voisine, mais il y a un petit plus, c'est qu'il s'agit des lunettes et la pipe du peintre Mondrian. Donc là, la légende va apporter un petit peu plus à la photographie. Jean-Luc Moulin a photographié des objets, mais qui sont en fait des objets liés à des conflits sociaux, comme c'est expliqué dans la petite brochure où elles sont montrées. Donc des objets qui sont significatifs d'un mouvement social. Tina Modotti a photographié une machine à écrire, mais cette machine à écrire a appartenu à un de ses amis dans le milieu révolutionnaire mexicain d'entre-deux-guerres, qui lui-même a été assassiné et qui tapait un texte également de Léon Trotsky, qui était réfugié au Mexique à l'époque et qui lui aussi a été assassiné. Donc, une photo très significative de toute une histoire et d'un milieu. Voilà une série très sympathique d'assiettes du 19e siècle. Quand on mangeait sa soupe, et bien quand on avait fini, on était récompensé en pouvant contempler ces scènes liées à l'esclavagisme. Donc évidemment, publier ça maintenant, c'est une signification très lourde, donc des objets très significatifs.
De même, chez Martin Parr, qui est un photographe contempteur des loisirs populaires en Grande-Bretagne, eh bien, la malbouffe va être symbolisée par cette crème et ces colorants sur ce gâteau photographié en Angleterre. Donc. Alors, la question du sujet existe en peinture comme en photographie. Évidemment, dans les vanités, on trouve des symboles qui sont des natures mortes avec des symboles philosophiques et religieux, ou des symboles de l'opulence bourgeoise dans les autres natures mortes, s'opposent au sujet prétexte, comme ici chez Cézanne ou chez Morandi, où c'est la recherche picturale qui est importante et le sujet très secondaire. Cependant, dans son histoire de l'art, Gombrich explique que, sans s'en rendre compte, ces spécialistes des natures mortes commençaient alors moi c'est caché là le texte, je ne sais pas par cœur, à faire soupçonner que le sujet d'un tableau est beaucoup moins important qu'on aurait pu le croire. Donc il voit un début de la modernité picturale dans ces peintres du XVIIe siècle qui prenaient souvent des natures mortes, c'était des objets significatifs, mais aussi un prétexte à des exploits picturaux. L'objet et son contexte, objet in situ, l'objet au studio, la composition d'objets, la collection d'objets. Alors, l'objet in situ, c'est-à-dire là où il se trouve naturellement, avec deux cas particuliers. Quand l'objet est photographié tel qu'il est trouvé par le photographe, et on peut parler de ready-made, en prenant l'expression de Marcel Duchamp, c'est-à-dire quelque chose qui constitue une œuvre d'art, mais qui n'a pas été préparé. Et opposer ça à la mise en scène où le photographe va mettre en scène des objets dans leur milieu, mais il va les déplacer. Alors, par exemple, Stephen Shore a sillonné les États-Unis dans les années 70 et a photographié des objets de la vie courante significatifs de la société américaine de l'époque. Et en particulier, par exemple, c'est les repas qu'on lui servait dans les restaurants. Ça a été publié un peu plus tard dans l'ouvrage American Surfaces. L'allemand Wolf photographiait des objets trouvés dans la rue et jouait sur le contraste poétique entre ce jouet de gosse et la dureté des pavés de la rue. Un photographe contemporain qui renseigne un peu sur les modes de consommation d'alcool de la jeunesse. Quand on se promène le matin, eh bien on voit des restes de ces consommations d'alcool dans la rue par les jeunes le plus souvent. Sophie Calle, elle, est allée un peu plus loin. Elle s'est fait embaucher comme employée dans un hôtel à Venise et a photographié les objets laissés par les clients de l'hôtel dans leur chambre. Alors, Walker Evans, dont je parlerai plusieurs fois, est un grand photographe américain qui, dans le cadre du programme de la FSA, Farm Security Administration, qui était un travail de documentation de la vie des paysans pauvres du Middle West américain victimes de la crise. Et c'était une commande donc de l'administration Roosevelt. Et il a photographié ces arrangements d'objets dans des milieux, dans des cadres très modestes. Rothstein, un autre photographe de la FSA, a photographié cette célèbre photo avec un crâne et un sol très desséché, puisque les conditions climatiques étaient une des causes de la difficulté des paysans du Middle West. C'est l'ambiance des raisins de la colère. Alors, cette photo a donné lieu à une polémique, puisqu'on ne sait pas en fait si c'est un ready-made ou une mise en scène. Et il a été accusé d'avoir fait une fake photo, ce qui est évidemment un peu contraire à l'éthique documentaire de ces photographes. Ce qu'on ne sait pas, moi plutôt, c'est que les mêmes accusations ont été portées sur Walker Evans et il a été accusé en particulier sur cette photographie d'avoir arrangé les objets sur cette tablette afin qu'ils soient disposés de façon beaucoup plus harmonieuse que naturellement, ce qui est évidemment contraire à son honnêteté documentaire, puisqu'il est l'apôtre de l'honnêteté documentaire, et autrement dit qu'il était un menteur. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais en tout cas, ces accusations ont porté. Donc, la différence entre ready-made et mise en scène est assez importante pour un certain type de photographie d'objets.
Alors, la déception qu'on peut avoir quand on apprend cela, si jamais c'est vrai, c'est un petit peu comme ceux qui ont cru que la photo de rue de Loineau, le baiser de l'hôtel de ville, était une véritable photo de rue. Alors, en fait, on sait que c'est une mise en scène, au moins, en ce qui concerne les principaux protagonistes. Par contre, il y a des mises en scène qui ne se cachent pas, comme par exemple dans les publicités. Ici, une ancienne publicité de l'American Station. Ceci, j'ai retrouvé ça dans ma boîte aux lettres samedi matin. C'est la dernière livraison du magazine M, du magazine hebdomadaire, le supplément du samedi du Monde, qui est excellent pour découvrir la photographie contemporaine, puisqu'il y a large recours à la photographie dans ce magazine, aussi bien pour les articles que pour les publicités. Et là, on voit que c'est un objet supposé être une mise en scène, un objet dans son milieu, in situ, mais le milieu tient plus d'importance pratiquement que l'objet dont on fait la publicité. L'objet au studio, alors c'est le grand domaine des packshots, avec beaucoup de documentation sur le sujet, d'ouvrages, de kits de matériel proposés pour obtenir des photos de ce type-là. Le packshot, tel que le définit Wikipédia, c'est une photographie de haute qualité d'un produit sur un fond le plus souvent uni, servant à présenter le produit sur catalogue ou site web. On connaît tous ces photos-là, assez parfaites, mais sur un fond neutre. Quelquefois, ici, une petite ombre. Mais ce style packshot peut être utilisé directement pour la publicité de luxe. Ce n'est pas réservé aux produits les plus courants, puisque là, Cartier va faire des photographies, une photographie où on a la même esthétique, mais avec un petit peu d'ombre simplement. Personnellement, j'ai fait une série qui s'appelle Objets retrouvés, qui sont des objets qui m'ont appartenu ou qui ont appartenu à mes parents, et je les ai présentés de cette façon-là, sur un fond neutre, avec simplement un peu d'ombre qui donne du relief. Alors, la composition d'objets, donc c'est la nature morte au sens strict, comme je l'ai dit. Alors, Irving Penn, par exemple, a fait des associations thématiques, ici des objets de bureau. Bon, en fait, c'est plus les formes et les couleurs qui comptent, bien sûr. Et là, il a joué sur l'esthétique originale des fruits et des légumes congelés, qui était peut-être relativement nouveau à l'époque où ça a été photographié. Une autre photographe américaine et une composition dans le même genre. Ça, c'est une publicité très récente dans le même magazine du Monde. Et vous voyez que la publicité, ça va être un aller-venu constant entre l'art et la publicité. S'accapare, c'est ce style de mise en scène d'objets pour ces publicités. Publicité de luxe. Alors, bien entendu, ces associations à but publicitaire sont très étudiées et chargées de sens. Et Roland Barthes, dans un article de 1964, analyse cette publicité pour les produits Panzani avec les outils de la rhétorique. Et il parle, par exemple, d'une connotation de l'italianité qui est présente en raison des couleurs, des objets, etc. Donc, évidemment, toutes ces photos peuvent être analysées avec ce genre d'outils théoriques. Alors, parfois, c'est des photographies d'objets plus sobres, comme chez ce peintre Michel Rey qui est installé à Arles. Et là, on est à mi-chemin entre la sculpture et la photographie. On a l'impression un peu qu'il a photographié des sculptures éphémères. De même pour le couple Fischli et Weiss, des photographes suisses assez connus, qui ont photographié des agencements un peu humoristiques comme ça, des sculptures un peu simplistes avec des objets domestiques. Et là aussi, la photographie s'empare de cette esthétique puisqu'on peut trouver des publicités de ce type dans les journaux. Un ressort esthétique assez fréquent, c'est la répétition des objets. Ranger Patch, dont j'ai déjà parlé, a photographié ces fers industriels qui visiblement venaient d'être produits et ces pâtisseries probablement de cette façon. De même, Station, des allumettes, des couverts. D'autres photographies basées sur la répétition. Et Valérie Belin avait photographié des piles d'ordinateurs, comme ça à l'époque on avait encore les tubes cathodiques, ça il n'y a pas très longtemps. La collection d'objets. Alors une autre manière très intéressante de présenter les objets, c'est sous forme de collection. La référence, c'est la collection d'insectes, comme ceci, c'est-à-dire des objets bien ordonnés, plus ou moins classés. Travail très intéressant d'un Américain, Golden,
qui a réuni ici, là, sur de grandes planches, ici des matériaux, du matériel de photographes et de cinéastes, là de campeurs pique-niqueurs, randonneurs plutôt, et là de chasseurs ou de tir. Un autre photographe américain a collectionné, vous voyez, sûrement pendant de nombreuses années, des déchets ramenés par la mer, qu'il a classés par couleur, par forme, etc. Et il nous montre de superbes photos. Celle-ci, je la trouve très, très jolie, avec des tonalités qui varient de façon assez subtile. Parfois, des agencements comme ça, assez esthétiques. Rostin et Mouron se sont fait connaître en faisant la même chose, mais en allant puiser dans les poubelles des vedettes, par ici Serge Gainsbourg. Et donc, c'est une sorte de paparazzi, ce sont des paparazzi des poubelles qui présentent des planches assez esthétiques comme ça, mais qui en plus ont du sens. Schwarzenegger ou dans un village français. Alors, personnellement, j'ai fait cela dans ma série Petit objet trouvé, des objets que j'ai ramassés dans la rue, sur le trottoir, caniveau, route, etc. Et je les ai classés, plastique, métal, etc. Voici donc une des planches des objets en métal. Et ici, en caoutchouc, les morceaux de durite, etc., trouvés sur la route. Quatrième moyen pour classer les photographies d'objets, selon les écoles photographiques. Le pictorialisme, la straight photographie, la nouvelle vision, la nouvelle objectivité, le surréalisme, le style documentaire, la photographie plasticienne. Alors, le pictorialisme, c'est la première école esthétique de photographie à la fin du 19e siècle et au début du 20e. En gros, les photographes voulaient copier les peintres célèbres de l'époque, à savoir les impressionnistes et les symbolistes. Alors, je vous avais montré cette photographie, cette nature morte, qui est effectivement, qui a l'intention de copier des peintures, mais il y en a beaucoup. Le sec, c'était Talbot tout à l'heure, le sec, Clinton, un autre français, et un allemand, là, de Meyer, avec des effets esthétiques un petit peu plus marqués. Alors, la straight photographie, c'est une des réactions à ce courant. C'est un courant américain qui va au contraire s'axer sur la précision de la représentation. Il y avait beaucoup de flou chez les pictorialistes. Et donc, c'est les photographies qu'on a vues de Weston tout à l'heure, là, feuilles de chou, des coquillages. Ou chez Strand, pareil, ici des photos d'inspiration un peu peinture abstraite, de l'époque du cubisme. Une autre photographe, Imogen Cunningham. Réaction à la straight photographie, on va voir là, dans ces premières étapes des mouvements de balancier, comme je vous l'ai dit, la nouvelle vision et le constructivisme. Alors, c'est là, on voulait que l'appareil photo nous fasse découvrir de nouvelles manières de regarder le monde pour dépasser un petit peu la vue humaine classique. Donc, le grand représentant, c'est Laszlo Moholy-Nagy, qui est enseignant, architecte, photographe, peintre à la Bauhaus, qui est cette école d'architecture et de design de la République de Weimar en Allemagne entre les deux guerres. Et vous voyez, il va photographier là un objet assez curieux, puisque c'est un tube de laboratoire de forme un petit peu compliquée, et il photographie de manière que l'ombre prenne des formes un peu inattendues. C'est lui qui a fait beaucoup de plongées et de contre-plongées quand il a photographié des paysages. Florence Henry, donc c'était une dame suisse qui a étudié au Bauhaus aussi. Il y a beaucoup de femmes au Bauhaus, c'est un moment important pour la culture européenne. Et là, elle va prendre des formes géométriques, elle va faire des effets de miroir dans un style un petit peu qui évoque le cubisme. De même, Humboldt, qui est également un étudiant du Bauhaus, avec des effets de réflexion sur ces objets en acier. Un autre photographe de l'époque, Funke, qui est un Tchèque, vous voyez, qui joue sur des formes modernes et inhabituelles. Alors, on peut rapprocher de ce mouvement le constructivisme russe de Rodchenko, qui lui aussi, vous voyez, recherche des formes assez originales. La nouvelle objectivité est une nouvelle réaction à cette nouvelle vision et va au contraire être beaucoup plus sobre dans sa représentation.
Alors, le grand représentant, c'est le photographe dont j'ai déjà parlé. Il dit qu'il photographiait les objets pour eux-mêmes, qu'il faisait des portraits d'objets. C'est Rutger Patch. Donc, il y a eu une exposition au Jeu de Paume à Paris il y a quelques années qui s'appelait Les Choses. Alors, pourquoi Les Choses? Eh bien, parce que Rutger Patch est l'auteur du premier ouvrage de photographie qui a eu vraiment un grand succès de librairie, c'était en 1928, et il avait été appelé cet ouvrage Die Welt ist schön, le monde est beau. Ça a été un petit peu considéré comme un titre un peu naïf, surtout quelques années après le premier conflit mondial. Mais en fait, ce n'est pas lui qui avait choisi ce titre, c'est son éditeur. Lui, il voulait appeler ça Les Choses. Et donc, le curateur de l'exposition parisienne a redonné un petit peu raison à Rutger Patch en appelant Les Choses son exposition. Donc, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez des répétitions ici de formes à chaussures, du verre, des godets industriels, du verre, photographié assez sobrement, simplement un petit reflet. Et ici, vous voyez une photographie qui est à la fois une commande industrielle et une œuvre d'art. Rutger Patch inaugurait un petit peu cette relation entre l'art et l'activité photographique professionnelle que l'on retrouve dans la photographie contemporaine, puisque pour ceci, c'était à la fois une commande pour lui et à la fois quelque chose qu'il pouvait exposer. Une phrase toute simple, mais que j'aime beaucoup de ce photographe. La photographie doit devenir pleinement consciente de la splendide fidélité de reproduction grâce aux possibilités de sa technique. Donc, la précision de la photographie, pour lui, est une chose très importante et la source de plaisir esthétique. C'est personnellement ce que j'ai appliqué dans mes objets retrouvés. Voici des objets qui ont une certaine parenté avec les siens, que j'ai photographiés dans un style un peu voisin. Ceux-ci, ce sont les blocs de tungstène dans lesquels sont percés des trous sténopés qui servent à l'imagerie médicale, que j'ai utilisé dans mes activités professionnelles. Un Américain que l'on peut rattacher au même courant, qui était également, lui, dessinateur, et donc, vous voyez, des dessins faits un petit peu dans le même style. Le surréalisme, donc courant esthétique bien connu. Alors, Brazaï a collaboré avec Dali pour cette série de petits objets photographiés avec sous des angles un petit peu imprévus. Alors, une photo comme ça nous paraît peut-être relativement banale actuellement, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Jean Palvé, lui, était un biologiste qui pratiquait la photographie et il joue un petit peu là sur les formes un peu anthropomorphes de cette pince de crabe. Bon, Man Ray, bien sûr, artiste surréaliste et photographe très, très important, qui a inventé entre autres les rayogrammes. C'est des photographies où il posait des objets sur une plaque et illuminait cette plaque tout simplement. Donc, ça fait partie d'une chose qui continue à perdurer actuellement dans la photographie contemporaine, c'est-à-dire les photographies sans appareil photo. Ici, le caractère surréaliste tient surtout au titre, puisqu'il a appelé cet objet, cette photographie d'objet, la femme. Enfin, quelque chose qui est à la fois un objet surréaliste qu'il a fabriqué, se faire repasser un peu absurde, mais également une photographie. Donc, l'œuvre d'art, c'est un objet et une photographie. Bon, en fait, l'objet a été perdu, c'est des copies qui ont été faites ultérieurement, mais voilà. Dora Maar, la compagne de Picasso, donc c'est une photographie un petit peu onirique. Et puis Hans Bellmer, un célèbre photographe surréaliste qui a photographié cette poupée dans différentes postures et différentes situations. Alors, il existe encore de nombreux photographes qui jouent un petit peu sur cette ambiance surréaliste. Un Espagnol, ici Mados, qui fait des photographies qui défient les lois de la physique un peu. Le style documentaire, donc le style documentaire, je vous l'ai dit, c'est Walker Evans, qu'on a vu tout à l'heure dans ses photos de la FSA, avec cette phrase qui définit le style documentaire. L'art n'est jamais un document, mais il peut en adopter le style. C'est-à-dire que l'art est différent d'un photodocumentaire. Par contre, l'art peut adopter la sobriété de la représentation documentaire. Et il a photographié, excusez-moi, j'ai un petit problème pour avancer mes diapositives, hop là, voilà. Il a photographié des outils de tous les jours, communs, de façon très sobre, comme ceci. Vous voyez que ce n'est pas très, très différent de ce que l'on peut trouver comme Packchuck dans les catalogues contemporains.
Personnellement, dans ma série Objets retrouvés, c'est ce que j'ai utilisé comme esthétique, c'est-à-dire une photographie très détaillée ici qui joue sur la qualité du graphisme de cette règle à calcul, qui était l'objet qu'on utilisait avant l'invention des machines à calculer pour faire des calculs numériques. Photographie humaniste, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que les photographies humanistes qui trouveraient leur place là dans les années 50 et représentent la plupart du temps des personnes, bien entendu. Cependant, on peut penser que chez Sougès, là, qui est un photographe de nature morte, ces bouteilles de vin rouge eh bien, évoquent la culture du milieu populaire où le vin rouge est très important, comme nous le rappelle cette photo de la rue Mouchetard d'Henri Cartier-Bresson. La photographie plasticienne. Alors, si vous vous souvenez de ma dernière conférence sur le Ça a été de Roland Barthes, je me suis interrogé sur la nature de la photographie plasticienne et je m'étais basé sur les réflexions de Michel Poivert, pour qui l'une des composantes de la photographie contemporaine est la rupture du pacte avec le réel, qui était un des piliers de la culture photographique qui s'est élaborée au milieu du XXe siècle. Bon. Et donc, on a une évolution dans la photographie d'objets depuis les ready-made, les mises en scène, ces peintures photographiques, c'est-à-dire ces photos photoshopées, où visiblement là, les oiseaux ont été rajoutés ensuite, et une image de synthèse. Bon, je développerai surtout ceci tout à l'heure. Je vais boire un petit verre d'eau avant d'attaquer le 5e chapitre. Voilà, merci. Alors, le 5e chapitre, il est un peu long et compliqué, donc je vais vous montrer le plan. Je vais parler des imitateurs, c'est la relation entre la peinture et la photographie, le paradigme classique, le style linéaire et le style pictural, dans le paradigme classique, le paradigme moderne et le paradigme contemporain. Alors, les imitateurs de quoi? Bien, comme je vous l'ai dit, des grandes natures mortes classiques du XVIIe siècle, qui est l'époque privilégiée pour les natures mortes de ce style. Dans l'Europe du Nord, mais également en France, avec Chardin, ou des vanités comme Philippe de Champaigne. Alors, je vous ai montré chez les photographes pictorialistes du début de la photographie eh bien, des photos tout à fait inspirées de ce style, avec une des premières photographies de couleur, là, des frères Lumière. Mais également, actuellement, il y a encore des photographes qui font ce genre de photographie. Henri Père et Catherine Auguste, ici donc actuellement, construisent ces modèles et les photographient. Évidemment, c'est un énorme travail, aussi bien pour photographier correctement ceci, mais surtout de préparation. Alors, Henri Père, il est connu parce que c'est l'animateur du site Galerie Photo consacré à la photographie haute résolution. Nous avons quelqu'un dans la région qui pratique ça très bien, c'est Style de Brevet, dans son exposition L'instant décisif. Il a repris des natures mortes de style très classique comme ceci, et il nous a montré ça au mois de la photo à Série en 2019. Il fait ça avec son collègue Mandelblatt, là, parce que c'est un travail un peu compliqué. Voilà, c'est un travail à deux, un superbe travail. D'autres imitateurs des natures mortes classiques vont un peu plus loin, ils vont même copier les compositions de certaines peintures, vous voyez, du XVIIe siècle. Alors, à partir de cela, il y a des variations, par exemple des vanités contemporaines, vanité puisqu'on rappelle la menace de la mort par cette tête de mort, mais là, on va parler de la malbouffe contemporaine avec l'excès de sucre ou les hamburgers ou les Coca-Cola. Ici, c'est une nature morte très bien composée, mais c'est des déchets ramassés dans une décharge. Et beaucoup de photopeintures, comme l'indique le titre de l'ouvrage de ce photographe hollandais, où vous voyez que visiblement l'oiseau ici, c'est une composition par Photoshop, ce n'est pas une réelle photographie, de même le décor ici. Hans Grover, donc un peu avant, photographiait des scènes voisines, mais en plus centrées sur des détails pour mettre en valeur les textures et les reflets, etc. Alors, il a été dit que d'une manière générale, au XXe siècle, la photographie, qu'elle soit publicitaire ou artistique, a toujours préféré la clarté et la simplicité. D'Edward Weston, Irving Penn à Robert Mapplethorpe, les trois photographes représentés ici, la photographie moderniste a usé de la formule publicitaire, que la publicité s'est ensuite réappropriée
en explorant le vernis moderniste. Donc, en gros, une simplification par rapport aux natures mortes classiques. Et effectivement, Irving Penn a fait ce genre de nature morte, vous voyez, beaucoup plus sobre que les grands tableaux classiques. Une vanité ici, également sobre. Quelque chose qui rappelle Cézanne. Et Robert Mapplethorpe, ici également, de superbes images, mais simples dans leur composition. Il n'y a pas de surcharge sur ces natures mortes. Alors, malgré tout, dans les photographies, dans les publicités modernes, on retrouve parfois ces agencements très classiques. Vous voyez ici, ce coin en bas à droite, ici, il y a quelque chose qui rappelle les natures mortes anciennes. Bon, on aurait envie, devant une telle photographie, de se livrer à la même analyse que Roland Barthes pour les pâtes Panzani. Tout ici est significatif, que ce soit le choix des mannequins, que des modèles, le décor, tout, etc. Tout ça, évidemment, est extrêmement étudié dans la publicité contemporaine. Alors, si on veut, en dehors de ces imitateurs, parler des photographies d'objets et mettre ça en parallèle avec la peinture, eh bien, il faut mettre un peu d'ordre dans la peinture, et je vais me baser pour ceci sur la distinction présentée dans son ouvrage par Nathalie Heinrich, qui est une sociologue, et qui distingue des paradigmes. Paradigmes classiques, paradigmes modernes et paradigmes contemporains. Alors, qu'est-ce qu'un paradigme? C'est une notion qui est empruntée à l'épistémologue Thomas Kuhn, qui, dans son ouvrage La structure de la révolution scientifique, a expliqué que les sciences évoluaient par étapes et qu'il y avait à une époque donnée un paradigme, c'est-à-dire un mode de pensée, et qu'il y avait des coupures et on passait à un autre paradigme et il y avait une incompatibilité entre les deux. Cette notion est très importante, d'incompatibilité. Par exemple, la physique newtonienne est en rupture avec les autres visions du monde précédentes et la physique d'Einstein en rupture avec la physique newtonienne. Alors, en simplifiant, le paradigme classique, c'est le respect des règles académiques. Le paradigme moderne, c'est complètement différent, puisqu'au contraire, on va chercher à tout prix la nouveauté, on va questionner la représentation, mais on va rester dans le cadre de l'expression de l'intériorité de l'artiste. Le paradigme contemporain, lui, va surtout interroger la notion d'œuvre d'art et ses limites. Au sein du paradigme classique que je vais traiter maintenant, je vais distinguer le style linéaire et le style pictural. C'est des notions introduites pour la peinture, mais qui s'appliquent à la photographie. Ces notions ont été introduites dans un autre ouvrage d'histoire de l'art, mais beaucoup plus ancien et beaucoup plus classique. C'est les principes fondamentaux de l'histoire de l'art de Wölfing, un Allemand, en 1915. Et il s'emploie à distinguer assez objectivement ce qui sépare le style classique du style baroque, le style classique de la Renaissance et le style baroque qui lui a succédé. Et parmi ces éléments, il y a le style linéaire et le style pictural. Alors, par exemple, voici quelques éléments de définition. Le style linéaire, donc surtout à l'époque classique, on représente les objets comme on pense qu'ils sont idéalisés, et ce qui prédomine, c'est la ligne. Le style pictural, du baroque jusqu'à l'impressionnisme, on représente les objets comme ils apparaissent, et on veut capter la sensation, et donc il y a une prédominance des tâches. Bon, il y a évidemment d'autres personnes qui ont parlé de ces notions-là, en distinguant les dessinateurs, les coloristes, etc. Mais Wölfling est un des plus classiques dans l'histoire de l'art. Alors, par exemple, Dürer opposé à Francis Hall, quand on regarde les yeux, eh bien, les yeux sont dessinés avec une certaine précision chez Dürer. Par contre, on a affaire à des tâches beaucoup plus floues chez Francis Hall. Évidemment, dans le dessin de Dürer, c'est typiquement le style linéaire, mais le dessin peut adopter le style linéaire comme le style pictural. Ici, ce petit modèle de crocodile. À gauche, on dessine des lignes pour faire le contour des objets, style linéaire. À droite, on s'intéresse aux taches de lumière, style pictural. Voilà un tableau typique du style linéaire, donc de la Renaissance. Mais on trouve également le style linéaire chez les symbolistes, comme par exemple ici le Belge Fernand Knopf, un grand peintre symboliste, ou encore plus chez Gabriel Rossetti, un pré-raphaélite. Alors, le style pictural est né à l'époque baroque, mais les prémices peuvent remonter plus avant. Là, ici, c'est la fin de la période gothique, Jan van Eyck, qui a su peindre cette couronne en or et en pierre, avec des petites taches
de différentes teintes. Ceci, je l'ai introduit après une émission d'Arte très récente. Alors, ce qu'on a surtout retenu de la peinture, c'est le style pictural. Donc, Rembrandt, évidemment, hein, c'est des taches de couleur, de lumière et d'ombre. Goya, de la même manière. Et ces deux exemples montrent que si la différence entre linéaire et pictural porte sur le style, ça peut porter également un peu sur les sujets, puisque le style linéaire va préférer les objets stables et idéalisés, et le style pictural plutôt les matières périssables. Alors, cette photographie du tableau de Goya vous annonce un peu la prochaine conférence de Lumière d'encre, hein, qui sera consacrée à Goya le mois prochain. Édouard Manet, l'asperge, eh bien, c'était typiquement un style évidemment pictural chez les impressionnistes qui voulaient aussi capter la sensation. Alors, pour revenir aux natures mortes, on peut opposer ces deux peintres contemporains du XVIIIe siècle, Delaporte et Chardin. Et quand on regarde les détails, ici, les contours sont bien précis. Ici, il s'agit de contours flous. Et on veut surtout restituer les sensations comme l'idéal qui va se poursuivre jusqu'aux impressionnistes. Donc, alors, cette peinture de style linéaire parfait montre combien il y a proximité entre la peinture linéaire et la photographie. Mais cependant, c'est plus compliqué que ça, nous allons le voir. Alors, on peut rattacher au style linéaire en photographie Walker Evans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou Runger Patch, que je vous ai montré, et également de la même époque, Karl Blasfeld. Karl Blasfeld, c'était un architecte, un professeur d'architecture allemand à Berlin, qui a voulu faire un manuel avec des plantes pour ses élèves qui connaissaient mal les plantes alors qu'on était à l'époque de l'Art Nouveau. Et il a photographié de nombreux échantillons biologiques comme ceci. Et en fait, c'est devenu une œuvre d'art dans le cadre de la nouvelle objectivité. Mais là, quelque chose de beaucoup plus récent, un élève des Bécher, de l'école de Düsseldorf, Georg Sasse, eh bien, qui est une photographie, comme on en verra beaucoup pour la photographie contemporaine, où l'objet est parfaitement idéalisé, donc un espèce de style linéaire hypertrophié. Par contre, chez ces photographes, eh bien, on va s'intéresser aux ombres, aux matières périssables, aux matières molles, etc. Vous voyez, des objets et un style de photographie complètement différent. Donc, on retrouve cette distinction en photographie. Le paradigme moderne, donc évidemment qui est immense en photographie, oui, on va surtout questionner la représentation. Alors, chez Cézanne, interroger la perspective, hein, puisque cette assiette et cette coupole sont visiblement pas présentées sous le même angle. Les couleurs, bien entendu, chez les fauves, et les formes chez les cubistes. Quant à Dali, eh bien, c'est les lois de la physique qui sont déjouées. Il est intéressant de citer cette phrase de Dali dans les rapports entre la peinture et la photographie, puisqu'il y voit une grande parenté, puisque la peinture ne sera que la photographie à la main et en couleur, il y avait beaucoup de photographies noir et blanc à l'époque, de l'irrationalité concrète et du monde imaginatif en général. Ce qui prime sur lui, ce n'est pas une question de flou, de net, etc. Toutes ces images sont nettes, mais c'est plutôt l'atmosphère et ce qui est représenté qui va traduire le monde imaginatif. Morandi a eu deux phases, c'est un peintre italien, donc, dont je vais pas mal parler. Il a eu deux phases dans sa vie. Une première phase où il peignait ce genre de choses, qui est rattachée à une école qui s'appelle la peinture métaphysique, et dont le leader est De Chirico. Et ensuite, il a photographié quelques objets qu'il avait dans son atelier, toujours les mêmes, sous forme de nature morte, de ce style, et il a assemblé ces différents objets de différentes manières. C'est à la fois très répétitif, mais extrêmement beau. Et ces objets sont à la fois représentés avec précision, mais c'est un peu évanescent. On a pu parler pour lui de fantômes d'objets. Alors, relation entre ces peintres de l'époque moderne et la photographie, eh bien, chez Braque, le cubiste, donc, on a des équivalents chez des photographes que j'ai déjà cités, comme Funke et Florence Henry, donc avec des géométries liées aux objets choisis, liées aux plaques de verre, liées aux miroirs, etc. De même, à Outerbridge, un Américain, ou cette Allemande.
Dali, lui, eh bien, il y a un certain nombre de photographes qui vont jouer sur les structures molles, là, sur des choses qui ne peuvent pas tellement avoir lieu dans notre monde. Et on verra que dans la photographie actuelle, eh bien, il y a beaucoup de photographes qui jouent sur cette irréalité des objets qui défient les lois de la pesanteur, comme dans les tableaux de Dali. Alors là, c'est là aussi une publicité issue du dernier numéro du Monde Magazine. Eh bien, vous voyez, on retrouve ici, comme chez Cézanne, ici des lois de la perspective qui ne sont pas respectées, puisque cet objet semble planer. Là, on ne sait pas sous quel angle il est vu, etc. Et la publicité s'accapare ces codes esthétiques. Alors, l'époque de la peinture métaphysique de Morandi a eu des équivalents en photographie, ici chez le Hollandais Bayer. Joël Meyerowitz, c'est un Américain qui est surtout connu pour ses photos de rue en couleur. Il fait partie des quelques photographes qui ont introduit la photographie couleur dans les années 60. Mais il a eu un autre sujet plus récemment. Il s'est intéressé aux ateliers de Cézanne et surtout de Morandi. Et il a été dans l'atelier de Morandi et il a produit de superbes photos de ces objets avec des couleurs magnifiques, des lumières magnifiques, des fonds très beaux. Vous voyez, photo très simple, mais superbe. Et donc, on retrouve cet objet ici, tel que ne l'avait pas Morandi, curieux objet, un couvercle en forme d'entonnoir. Et il a dit, surtout pas le limiter, je ne pourrais pas, la photographie est trop concrète pour laisser le mystère apparaître. Alors, une petite confidence, dans les nombreuses photographies que je vous montre lors de cet exposé, eh bien, celle-ci est ma préférée. Probablement, évidemment pour les couleurs, pour les détails, la texture, et puis pour ce qu'elle signifiait, les rapports entre la photographie et la peinture. Il a fait également cela chez Cézanne, dans l'atelier de Cézanne, où il a photographié certains de ses objets. Alors, il n'est pas le seul à avoir photographié les objets de Morandi, puisque l'autre photographe coloriste italien, Luigi Gheri, qui est souvent associé à Meyerowitz, justement, dans leur découverte de la couleur dans les années 50-60, eh bien, était déjà passé par là. Il avait déjà photographié les objets de Morandi, comme quoi même les grands photographes se copient. Le paradigme contemporain. Alors, quand on parle des rapports entre la peinture et la photographie à l'époque contemporaine, on doit montrer ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une peinture. C'est une peinture d'un de ces peintres de l'école hyper-réaliste, qui s'appelle également photoréaliste, qui ont voulu copier, par une technique extrêmement précise, le style des photographies. Bon, il y a beaucoup de vues, des vues de New York, des rues de New York, des voitures, etc., mais également des natures mortes, en particulier chez Goings. Alors, quelques tendances du paradigme contemporain tel qu'il est défini dans l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, présent dans la photographie contemporaine. Alors, le discrédit de la photographie directe, bon, photographie directe, c'est-à-dire non mise en scène et non photoshopée. Alors, je ne dis pas qu'on n'en fait plus, bien entendu, mais dans la production contemporaine actuelle, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait il y a quelques dizaines d'années. De la même manière que la peinture au chevalet est beaucoup moins pratiquée actuellement qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. Brouillage des genres, diversité des options. Effectivement, la photographie contemporaine, ce n'est pas une école, ça parle dans tous les sens, au niveau des styles et des recherches. Rapport au passé, donc réappropriation des anciennes images, parodie de certains photographes. D'une manière générale, un rapport décomplexé au passé. On n'a plus de grands maîtres à suivre, etc. On fait ce que l'on veut des œuvres d'art du passé. Et donc, notion très générale, interrogation des limites du médium, c'est la définition du paradigme contemporain. Alors, on va avoir des œuvres comme celle-ci, donc d'un photographe espagnol, Catani, contemporain, qu'on peut tout à fait rattacher à un néo-pictorialisme, puisque il rappelle tout à fait l'ambiance de cette photographie faite en 1907. Par contre, là, on va avoir, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui a un style linéaire hypertrophié, avec des objets parfaits, trop parfaits, mais qui quand même sont des objets. Et avec ici des objets qui sont photographiés, mais avec des fonds qui ont perdu tout leur caractère naturel. Nous allons voir d'ici la fin de la conférence beaucoup de photographies de ce type, puisque c'est beaucoup ce qui se fait actuellement. Là, photographe également donc contemporain, mais qui va produire une sorte
de néo-surréalisme avec des photographies où il va photographier des beautés dérangeantes, comme il appelle. Alors, on va avoir sans arrêt un aller-retour entre l'art et la publicité, entre la représentation du réel et la synthèse d'une réalité virtuelle, entre un message ou une ambiguïté, l'humour ou la superficialité, comme on trouve souvent dans l'art contemporain. Alors, je vais vous montrer plus d'images contemporaines à la fin du dernier chapitre, qui est les ressorts esthétiques de l'image. Alors, chaque photographe, hein, en fait, il essaie de séduire ses spectateurs d'une manière ou d'une autre. Et donc, on peut dire que dans chaque photo, il y a un ressort esthétique principal. Alors, la beauté plastique, évidemment, j'en ai déjà parlé. Hein, je remonte les mêmes photos, Paul Strand, ici, d'atmosphère cubiste, et la beauté des objets chez Weston. Robert Mapplethorpe, je vais montrer une photo de Nadeau. Robert Mapplethorpe qui a photographié beaucoup d'humains, mais également quelques fleurs comme ceci, avec des superbes photos extrêmement sensuelles. Le changement d'échelle. Alors, il y a une règle un petit peu implicite dans les natures mortes en peinture, qui sont énoncées dans cet ouvrage de Berconte, celui du rapport très étroit entre la taille de l'objet réel et celle de l'image. Il s'agit autrement dit de la fidélité à la vraisemblance. Bon, et là, cette notion que je n'ai pas encore introduite, très importante dans les natures mortes en peinture, c'est la notion de trompe-l'œil. Si en plus l'objet est de taille réelle, eh bien, le trompe-l'œil est d'autant plus efficace. Alors, d'une manière générale, en photographie, bien, la plupart du temps, pas toujours, bien sûr, les photographies, les tirages photographiques sont plus petits que les objets représentés. Et on n'est pas étonné de voir un grand paysage sur une photographie qui va faire quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres de taille. Par contre, quand c'est le contraire, qu'on a une grande photographie qui remonte des petites choses, eh bien, si ce n'est pas une photographie scientifique, bien entendu, on est assez étonné. C'est là-dessus que joue un photographe comme Patrick Tosani, où il a photographié des objets très banals et il les a agrandis sur plusieurs mètres. C'est un impact visuel assez fort. De même, ces fameux talons. Irving Penn avait fait des choses assez semblables. Ça, c'est des photos qui ont eu 40 à 50 cm de côté, avec des mégots ramassés dans la rue. Gursky, un des élèves des Bécher de l'école de Düsseldorf, un des plus connus, a photographié une page d'un livre. Et donc, vous avez cette page ici avec la couverture et la table dessous, comme ceci. Donc, ça paraît très banal. Enfin, il y a une autre particularité dont je vous dirai tout à l'heure, mais enfin, en tout cas, au niveau de la taille, c'est impressionnant parce qu'elle fait presque 2 mètres sur 3, vous voyez. Donc, quand on est face à cela, ça donne une curieuse impression. C'est assez fort. Dans ma série dont je vous ai parlé, il y a des objets retrouvés. Ça, c'est un palmaire donc pour mesurer des petites épaisseurs de la marque Zeiss, qui appartenait à mon père. Bon, il fait moins de 10 cm de taille et moi, la photographie, je l'ai tirée en 1 mètre sur 1 mètre. Même si ça n'occupe pas toute la place, l'objet est considérablement agrandi. Le tour de force. Alors, j'appelle tour de force ces photographies où l'essentiel de l'effort et de la créativité, c'est dans la préparation de la photographie. Voilà quelqu'un qui produit ces genres de photographies, un jeune photographe suisse. Eh bien, en fait, il a découpé un appareil photo Leica en tranches. Donc, évidemment, c'est un travail assez laborieux. Alors, il fait ça avec plein d'autres choses, bien sûr, mais voilà, sur cette photo, il documente comment il fait. Donc, il coupe les tranches, il scelle dans de la résine, etc. Voilà. On pourrait dire que les natures mortes faites par des photographes contemporains actuellement, eh bien, relèvent un peu de la même chose. L'acte photographique est très important, il doit être très bien fait, mais il est quand même peut-être plus rapidement fait que tout le temps de préparation, de conception tout d'abord, et de préparation de ce modèle. Oups. Le défilement, voilà. Alors, ça me rappelle un peu d'autres choses que les objets, hein, et la célèbre photographe Cindy Sherman, qui fait des autoportraits en se maquillant, en s'habillant de certaines manières, de façon à qu'elle représente des personnes extrêmement diverses, y compris des hommes. Et donc, l'exploit, il n'est pas tant dans la photographie que dans tout ce qui précède. L'insolite et l'absurde. Alors, beaucoup de photographes, voilà, des jeunes photographes danois, jouent sur cette absurdité des choses qu'ils nous présentent. D'aucuns pourront dire superficialité, hein, ce n'est pas forcément très profond. Alors, et ces objets me font penser évidemment aux objets surréalistes tels qu'ils étaient faits il y a une bonne centaine d'années.
Alors, une photo comme ceci, c'est à la fois insolite, c'est à la fois une métaphore, de l'humour, voire une photographie militante, puisqu'on peut y voir presque un viol, bien entendu. Et dans la publicité, on trouve ça, puisque là, vous avez des bijoux posés à même une toile, et, ou ici, le parfum posé sur les radiateurs. La métaphore. Alors, comme je l'ai dit, on peut utiliser les outils de la rhétorique pour analyser les photographies. Bon, la métaphore, c'est quand on parle d'une chose en montrant d'autres choses qui ressemblent. Donc, par exemple, cette photographe parle de la féminité en montrant des objets qui ont des formes vulvaires. La métonymie, c'est une autre figure de style, hein, c'est une relation logique entre ce que l'on montre et ce dont on veut parler. Et la synecdote, c'est un cas particulier, c'est la partie pour le tout. Quand ce photographe japonais photographie une montre trouvée sous terre dans un endroit qui a été irradié par l'explosion d'Hiroshima et Nagasaki, à Nagasaki, et bien évidemment, cet objet représente un peu tous les objets et les personnes qui ont été victimes de ces horribles explosions atomiques au Japon. La chimère. Je vous ai parlé de cette photographie d'une page tirée en très grand par Gursky. Moi, j'ai vu cette photographie à Düsseldorf avec un ami allemand et je lui ai demandé, comme je ne dis pas bien l'allemand, ce que ça signifiait. Et il m'a dit que ça ne voulait rien signifier. Alors, en fait, c'est des pages extraites du célèbre roman L'homme sans qualité de Musil. Hein, c'est un des piliers de la littérature moderne avec La recherche du temps perdu et Ulysse de James Joyce. Donc, En l'air ou l'allemande, c'est vraiment un ouvrage fondateur de la littérature moderne allemande, mais il a inversé les mots dans tous les sens. Et en fait, même pour un Allemand, et même surtout pour un Allemand, ça ne veut rien dire. Les mots sont n'importe comment. Donc, vous voyez, Gursky, comme beaucoup souvent dans ses photos, joue sur la réalité. Il semble nous montrer quelque chose de bien réel, mais à une taille tout à fait incongrue. Et là, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Cette page n'existe pas, même si les mots sont ceux de Musil. Objet de synthèse. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Courage. Voici un autre élève des Bécher, Thomas Demande, qui nous montre ce téléphone posé sur un coin de table, ou c'est l'intérieur d'une chambre ici, avec quelques objets. Et je ne sais pas si vous sentez, mais il y a quelque chose qui cloche un peu dans cette photo, ça paraît un peu bizarre. Alors en fait, ce n'est pas du tout une photographie d'une chambre, c'est une photographie d'un décor, d'une maquette. Hein, il travaille avec du carton et de la colle et il fait des décors comme ceci et il photographie ça. C'est un photographe, il produit des photos, mais il photographie de maquettes. Une photographie typique de la production contemporaine où on voit qu'il y a des choses qui visiblement ont été photographiées parce que c'est des fleurs, les pommes, etc. Mais on a une perfection des objets et du fond totalement artificiel. Et ça, on trouve, vous en avez déjà vu et on va en voir beaucoup. C'est typique de la production contemporaine. Et effectivement, dans la présentation de son travail, il décrit sa recette de cuisine, enfin une grande. Globalement, étape analogique, numérisation des négatifs, l'artiste opère dans l'espace d'image numérique, collage de parties individuelles, produire de nouvelles méta-images, ajuste et définit la netteté, le flou partiel, etc. Donc, c'est des images qui partent un peu de la réalité, mais sont extrêmement travaillées. De même, ici, si le gobelet paraît assez réaliste, on ne comprend rien à l'espace, là, on a l'impression que ça remonte, la tâche, etc. Donc, vous voyez, un mélange entre la réalité et le virtuel. Et on pourrait dire, après les lignes du style classique et des taches de style baroque, on a des aplats numériques comme ceci qui semblent être la signature de beaucoup de photographies contemporaines, que l'on retrouvait d'ailleurs dans le style du Bauhaus, comme en témoigne cette affiche. Et voilà, c'est des objets comme ceci qui sont à la fois proches de la réalité, mais à la fois trop parfaits. Voilà des scènes absurdes. Et celui-ci qui évoque l'univers de Dali. Des publicités ou des œuvres d'art, c'est des productions souvent des mêmes photographes. Celle-ci, je l'ai mise en dernier, puisque c'est des œuvres, elle le dit, complètement synthétiques. Donc, c'est des images qui sont... Il n'y a pas de photographie, là. Mais elle est classée comme photographe, hein, mais c'est des images complètement synthétiques, avec des formes un petit peu là, qui évoquent Dali également, des formes molles. Et là, pour préciser les schémas de tout à l'heure, on peut dire qu'on va distinguer dans la représentation des objets les ready-made, on photographie ce qu'on a trouvé, les mises en scène, on les dispose,
rupture avec le réel, et on a soit des photographies peintures, donc des photographies photoshopées, soit des images où l'apparence est rendue très artificielle, ou des images de synthèse. Pourquoi cela? Bon, j'ai dit que je n'approfondirai pas ce point-là, je vais seulement dire deux idées. Premièrement, pourquoi cette abondance d'images artificielles? Eh bien, parce que c'est possible, c'est facilement réalisable. Et on sait que dans l'histoire de l'art, il y a une nouvelle technique et souvent à l'origine d'une nouvelle esthétique. Les impressionnistes, il a souvent été dit que c'était entre autres lié à l'invention de la peinture à l'huile en tube souple qui permettait de travailler rapidement en extérieur. Et puis, de façon plus profonde peut-être, mais je n'irai pas plus loin que cela, c'est lié peut-être à la philosophie postmoderniste. Jean Baudrillard a analysé la postmodernité et il écrit « La simulation n'est plus celle d'un territoire, d'un être référentiel d'une substance. Elle est la généralisation par les modèles d'un réel sans origine ni réalité, c'est l'hyper-réel. » Donc on peut considérer que cette photographie, même si ça représente vaguement un ruban, c'est hyper-réel. Entre parenthèses, personnellement, si j'ai adopté une esthétique de pack-choc, donc très contemporain pour mes objets retrouvés, je n'ai pas du tout voulu idéaliser ces objets. Bien au contraire, ces images de très haute résolution montrent tout à fait les effets du temps, même ici sur un objet en acier inoxydable. C'était une pince qui appartenait à mon père. Un petit retour en arrière avec cette mosaïque d'une villa romaine du 3 ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça s'appelle la chambre mal balayée. L'artiste a représenté des déchets alimentaires avec beaucoup de réalisme puisqu'il a présenté les ombres comme ceci, qu'on peut mettre en parallèle avec cette image de synthèse de notre siècle. Il y a un point commun entre ces deux images, c'est que l'une est faite de petits éléments de mosaïque, l'autre de pixels. Et il y a là 24 siècles de civilisation occidentale et de représentation des objets. Je vous remercie.